On va revenir sur sur Louise, 11 ans, poignardée à mort, et en Seine-et-Marne, vous savez, la jeune fille blessée, qui a été blessée, tuée au couteau après. Non, je suis en train de tout mélanger, pardon, parce qu'on m'a écrit deux choses totalement différentes. On va revenir, sur Louise, 11 ans, poignardée à mort, Philippe. Ah oui, en Seine-et-Marne. Et on se rappelle aussi qu'il y a eu une rixe, il n'y a pas d'autre mot, entre deux équipes de football, avec un coup de couteau qui a été mis, le jeune qui a pris le coup de couteau, justement, son pronostic vital est engagé. Et est-ce que vous avez peur dans votre vie de tous les jours, vous et Longjumeau, Damary Lélis, faut-il avoir peur pour nos enfants? Venez nous donner votre avis, 0826 300 300. Philippe Bilger. Alors je n'ai pas peur dans ma vie quotidienne, parce que je pense que malgré ce qu'on dit, Paris est plus sûr que ces localités que vous venez d'évoquer. Ce qu'il y a de dramatique, c'est évidemment la présence de plus en plus fréquente d'un couteau dans les poches de tel ou tel, sans qu'on puisse évidemment deviner si ce couteau est utilitaire ou destiné à des fins délictuelles ou criminelles. Je comprends que des gens aient peur. Moi, j'ai le sentiment de vivre dans un espace relativement tranquille. Je ne suis pas obsédé par ma propre sécurité, mais parce que je me ressens profondément privilégié là où je suis. Mais je comprends totalement les citoyens, comme probablement des habitants de ces villes-là, qui ont peur. Alors, je ne sais pas si on sait si c'est un couteau ou pas. On sait que c'est quelque chose de tranchant. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on sache ce que c'est. Oui, après, moi, je comprends tout à fait ce sentiment-là. Après, la réalité des chiffres, elle est pas celle-là. Elle est pas, nous ne sommes pas. Et c'est vrai que quand Éric Dupond-Moretti a dit cela, il s'est fait hacher menu, mais il avait tout à fait raison de dire que la France n'est pas un coupe-gorge. C'est malgré la puissance vraiment des drames, quels qu'ils soient, de l'agression à la mort. Voilà, la réalité, si vous voulez, dans un pays de 67 millions d'habitants, la France n'est pas New York, c'est pas les rues de Chicago dans les années 30. Voilà, c'est aujourd'hui, Paris est plus sûr que New York. Moins sûr que New York, à mon avis. Pour être allé dans les deux villes, New York à l'époque de Giuliani, en tout cas. New York se dégrade terriblement. Il y a longtemps. Moi, il y a 12 ans que j'y suis allé, et je peux vous dire qu'en 14 ans, on était hyper tranquille. Mais je vous assure que c'est terminé. Depuis 2-3 ans, le centre-ville de New York est devenu pas un coupe-gorge, mais en tout cas un endroit très peu sûr, y compris Manhattan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je comprends profondément, je suis comme Philippe, je comprends profondément l'angoisse qu'il peut y avoir, parce que surtout ça touche des ados, que ce soit les agresseurs ou que ce soit les gens qui sont tués. Donc je comprends cette angoisse, il faut absolument la traiter, il faut traiter ce sujet, mais je ne veux pas en faire quelque chose qu'il n'est pas. Moi je suis pas d'accord, parce que aujourd'hui la France, c'est 1000 agressions par jour. Ça a complètement augmenté. On voit bien que les jeunes, alors on nous sort des statistiques effectivement nous disant que la jeunesse, la violence de la jeunesse augmente, mais le nombre recule. Je suis désolé, aujourd'hui quand on voit effectivement ces jeunes qui sont complètement désinhibés par la violence, parce que pour eux effectivement c'est renforcer la réputation, c'est occuper un territoire, c'est faire peur, c'est ce manque d'acceptation et d'accomplissement qui fait qu'eux ils ont un couteau. Et qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, dans certaines fratries, vous réglez votre problème, parce que quand vous êtes un homme, vous réglez vos problèmes tout seul. Et vous ne passez pas ni par les parents, ni par la justice, ni encore moins par la police. Et ça, c'est problématique. Et donc, il y a deux jeunesses, moi, que je vois aujourd'hui. Il y a la jeunesse qu'on voit comme à Damary Lélis, où quand on va faire du football, il y a une opération commando pour venir vous péter la figure dans les vestiaires, et un autre gamin qui était venu avec un couteau, qui plante à notre jeune. Et à côté, on a aussi Violette d'Orange, qui est arrivée hier, 23 ans, qui est intrépide, qui a fait le tour du monde. Et c'est cette France-là, moi, que j'aimerais bien mettre en avant aussi. Un côté, on a effectivement une violence qui est institutionnalisée dans des quartiers, voilà, et pas que dans des quartiers, même dans certaines familles. Et ça, il faut vraiment s'emparer de ce problème-là, parce que moi, l'insouciance qu'on a connue quand on était jeune, moi, je pense à mes enfants et à d'autres enfants. Aujourd'hui, ils ne l'auront plus, parce qu'on va avoir des parents qui sont tétanisés par la peur, par les enjeux. Et ils vont fliquer leurs gamins pour savoir où ils vont, avec qui ils vont. Et ça, je trouve ça dommage quelque part. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Pour reprendre Jean-Christophe Couvi et une phrase célèbre de Roger Giquel aux 20h il y a plus de 40 ans, est-ce que la France a peur? Est-ce que vous avez peur dans votre vie de tous les jours? Venez nous le raconter au 0826 300 300. On entendait des témoignages, Philippe Bilger, de parents qui disaient alors je vais donner un téléphone à mes enfants. À 11 ans, personne normalement n'a de téléphone, et ils veulent aussi leur mettre ce qu'on appelle des AirTags, c'est-à-dire que c'est ce que développe en tout cas Apple, pour savoir retrouver votre valise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ils veulent les tracer avec de
savoir exactement où ils sont. On en est là quand même aujourd'hui. Oui, alors, comment dire, à la fois je comprends profondément l'inquiétude de chaque citoyen qui vit dans des espaces, comme on dirait, insécures. Mais en même temps, je suis persuadé que la meilleure manière, non pas de pacifier la société, c'est pas comme ça qu'on le fera, mais de ne pas la faire exagérer l'insécurité dont elle a déjà à subir les effets au quotidien, c'est d'en parler tout le temps et de coaguler une multitude de transgressions qui se déroulent sur toute la France. Et il faut à la fois comprendre et en même temps ne pas exploiter. Et ça, c'est pas facile. Je suis d'accord parce que c'est vraiment la ligne de crête que nous n'arriverons pas à tenir. La plupart de nous tous, d'ailleurs commentateurs et surtout médias. C'est-à-dire qu'on en parle parce qu'il y a le projecteur dessus. Et c'était très bien que Philippe David rappelle La France a peur. Et La France a peur, ça a 40 ans. Donc, un peu plus, 1976. Oui, tu as raison, donc c'est Patrick Henry en fait, La France a peur. Donc on est quand même... Bon, voilà, il y a depuis tout le temps, si ça s'invite, et il y a le projecteur. Je ne dis absolument pas que ça n'existe pas, ça n'est pas ce que je dis. Et moi, ce qui m'intéresse avec Jean-Christophe, parce que la première fois qu'il était venu, ça m'avait frappé son discours sur comment il y a, quand on arrive à cela, à l'extrême violence, mais comment est-ce qu'on peut arriver, et je reprends un mot de quelqu'un que j'adore, qui est Jean-Pierre Chevènement, qui avait fait scandale à l'époque, ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, comment est-ce qu'on peut arriver à détecter en réalité les sauvageons et les empêcher finalement de devenir véritablement des sauvages? Ça, c'est un vrai sujet. On a des détecteurs, en fait, déjà ça commence à l'école, et souvent le point commun de ces gamins qui ont des couteaux, c'est qu'ils sont aussi déscolarisés, c'est parce qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas d'obligation, on manque de rigueur en fait en France, il n'y a pas de cadre. Mais l'an dernier, je vous pose la question, 18 élèves de primaire ont eu des couteaux saisis dans leur cartable ou dans leurs vêtements. On peut pas dire qu'on manque d'autorité face à un gamin de 8, 9 ou 10 ans, Jean-Christophe. Il y a quand même une responsabilité des parents. Mais oui, encore une fois, c'est le cadre et on va le répéter, mais c'est à la racine qu'il faut prendre. Moi, je pense pas qu'un gamin il naisse violent. Voilà, c'est son environnement, c'est son éducation, c'est tout ce qui le construit entre guillemets vers la délinquance et la violence. C'est là-dessus qu'il faut agir. Après, moi, je veux dire encore une fois, effectivement, on parle de sentiments, on nous dit oui, mais non, faut pas faire peur aux gens. Moi, on a tous autour de nous des exemples. Il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai une fille des amis qui va à Bordeaux, elle prend un appart à Saint-Michel, je lui dis surtout ne va pas là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est pareil, ils sont, je veux dire, ils nous disent mais non, mais c'est bobo, ça se reconstruit, etc. Premier week-end où elle est restée, elle s'est fait agresser par 2 racailles. Voilà, premier week-end. Et du coup, je lui dis mais il faut bouger de là. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, on a envie de rester, de se dire mais bon sang, on a le droit de vivre dans le quartier qu'on veut, mais en fait la réalité vient de nous tamponner et on se dit on n'a pas le choix. Si on veut que nos enfants ne rencontrent pas ces problématiques tous les 4 matins, eh bien on est obligé nous aussi d'aller dans des ghettos entre guillemets. Et donc on ghettoise. Donc on se ghettoise pour se protéger. Non mais c'est bien. Mais parce qu'on fait pas de ménage en fait. Non mais ce qui est intéressant c'est de voir cette mécanique parce que je sais qu'il y a tellement de politiques. Je vous interromps, mais il y a eu une politique de mixité sociale au centre-ville de Marseille qui a plus ou moins bien réussi, mais qui a plus réussi que moins bien. Mais ça c'est des volontés politiques et c'était Gaudin et avant lui c'était bien sûr les maires précédents. Donc il y a gauche ou droite d'ailleurs qui se sont succédés dans cette idée-là de faire de la mixité. Et je trouve que véritablement, c'est ça la clé en réalité. C'est vachement bien ce que vous expliquez comme processus. C'était on laisse les ghettos et nous-mêmes on se ghettoise dans ces endroits de bobos en fait. C'est normal, on se ghettoise. On fait un peu comme les Américains aujourd'hui. C'est-à-dire que dans certaines villes, on laisse le centre-ville à la délinquance. C'est ce qui se passe. Et on va habiter dans des villes dortoirs où ils sont super sécurisés avec des caméras, etc. Parce qu'on achète notre tranquillité. Et donc c'est aujourd'hui ce qui se passe. Vous allez dans des villes moyennes. Moi je suis de Périgueux. Je vois Périgueux comment c'est en train de devenir. Et ce qui est fou, c'est que les quartiers comme le Gour de l'Arche ou les Vigneaux, qui étaient à une époque vraiment une zone un peu de non-droit, il y a eu des faits il y a eu des destructions de tours. On a construit des maisons, on a pacifié tout ça. Et effectivement, ça marche bien. Et contrairement à ce qu'on a vu, c'est que maintenant la délinquance elle stagne dans le centre-ville, vers les gares, etc. Et elle empoisonne la vie du quotidien. François, dans un instant, mais Philippe Bilger, est-ce que là on voit que ça pourrait être un jeune homme de 23 ans avec une femme de 55 ans qui pourrait être sa mère, qui visiblement pourrait aussi le protéger. Il y a aussi quelque chose à faire au sein des familles. Parce que quand vous avez un élément, quel que soit dans votre famille, où vous sentez qu'il y a un gros problème, il y a beaucoup de gens qui ne font rien en fait.
Vous avez totalement raison, et souvent on a abordé le problème de la responsabilité des parents. Autant je suis réservé pour pénaliser des parents qui font ce qu'ils peuvent, oui, au prétexte qu'ils ne seraient pas de bons éducateurs, comme s'il est facile de l'être. Autant, à la limite, je ferai un partage contre les parents qui laissent matériellement leurs enfants faire n'importe quoi. Prenons l'exemple, on ne laisse pas traîner un enfant de 11 ans dans la rue à 3h du matin, par exemple. Oui. C'est un exemple. Si on avait la certitude que ses parents ont cette pratique, là, je ne serais pas gêné par une pénalisation. François, 0826 300 300, réaction de notre vraie voix du jour, François. Oui, rebonjour à tous. En fait, on a deux outils en France qui nous permettraient de redresser la barre au niveau des enfants, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, il y a beaucoup de schizophrènes, des jeunes, et ils fument de la drogue, ils sont mélangés avec des produits très toxiques, et il y a beaucoup de schizos, et ce n'étonne pas que ce soit un schizo qui ait posé problème avec la petite. Mais on a deux outils en France, c'est l'éducation nationale et les allocations familiales. Donc l'éducation nationale, il faut donner les moyens pour qu'on rende les enfants intelligents, parce qu'actuellement on est en train de faire une réplique d'enfants qui sont vraiment mal éduqués et intellectuellement qui sont vraiment à zéro, quoi. Au niveau intellect, c'est lamentable, hein. Quand on ne sait pas écrire son nom en 6e, c'est vraiment un problème, hein. Et la deuxième, c'est suspendre les allocations familiales quand les parents ils jouent pas leur rôle de parents, quoi. Je comprends pas pourquoi on laisse toujours sans suspension, sans menace. Non, à un moment donné, on a ces deux outils. Il faut vraiment investir dans l'éducation nationale pour faire les enfants au tip-top, qui sont vraiment intelligents, qui sont vraiment ouverts, d'esprit ouvert, et qui ne sont pas touchés à la drogue dès qu'ils sont dans le collège, quoi. Ils ont autre chose dans la tête, d'autres leur ouvrir les perspectives, il faut qu'ils soient plus joyeux, quoi. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Je sais pas, on ne met pas les moyens, on dirait que c'est fait exprès pour aboutir les enfants, quoi. Bougez pas, François. On comprend, hein, la colère de François. Hein. Mais je comprends. D'ailleurs, nous ne sommes pas très opposés à ce qu'il vient de dire. Enfin, je parle de moi en l'occurrence. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est de voir à quel point les structures qui devraient être les meilleures sur le plan de l'éducation, parfois font faillite, et donc peu à peu on reporte l'éducation et l'apprentissage des principes sur d'autres structures qui elles-mêmes deviennent impuissantes. L'école, elle ne peut pas apprendre ce que les parents n'ont pas su enseigner, et à un moment donné, c'est la justice qui condamne, à laquelle on reproche de ne pas savoir apprendre la vertu aux jeunes qui viennent contraints et forcés être jugés. Mais quand on voit les images à Damary-les-Lys, moi j'ai vu des vidéos de Larix où les mecs ils ont des battes de baseball, des barres, l'autre qui met un coup de couteau, c'est filmé. Mais moi dans un sac de foot, j'ai jamais eu un couteau. C'est quand même terrifiant, non, Jean-Christophe Couvi? Oui, ni une batte de baseball d'ailleurs. Mais non, mais parce qu'encore une fois, on a un déni des hommes politiques. Alors aujourd'hui, ils sont obligés de faire le constat. Alors quand on parlait de sentiments, je suis désolé, encore une fois, c'est pas des sentiments. Les gens ils vivent dans le réel. Et d'un côté, on a le discours politique qui nous dit ce que vous voyez, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et vous êtes dans le réel, vous dites mais c'est en face de moi, dans mes yeux, en bas de ma rue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dupond-Moretti dit que c'est un fantasme. Une fois qu'on commente, c'était vieux, il a bien changé. Bien sûr, il y a très longtemps. Encore une fois, on a des statistiques. On a des statistiques quand on nous dit oui, mais regardez la réponse pénale, elle est à 94%. Mais non, mais le classement sans suite, c'est une réponse pénale. Donc en fait, dans les statistiques, on dit tout n'importe quoi. Ce qui ne devrait pas être une réponse pénale. Non, en fait, on va pas dans le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quand vous bâtissez une maison. Si vous commencez à mettre des murs qui sont pas droits, la première rangée, deuxième rangée, après tout sera, l'édifice sera. Donc c'est le point de départ. C'est le point de départ. Encore une fois, c'est l'école, c'est l'éducation des parents. C'est la famille. C'est casser un peu aussi cet esprit tribal dans certains endroits où c'est la tribu, donc la famille qui règle ses comptes et qui passera pas par l'état public. Enfin, c'est casser un peu tout ça, je veux dire. Et effectivement, ça demandera du temps. On va pas y arriver en claquant des doigts, mais ça demande une volonté politique. Alors aujourd'hui, on est dans le mur. Effectivement, on se dit bon ben voilà, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On parle de sujets d'autres, etc. Mais en fait, encore une fois, prévention. Ce qu'il faut, c'est oui, la prévention, mais surtout, c'est que tout de suite, il faut que la justice puisse punir. Non, c'est pour ça qu'on demande des courtes peines. Attention, les courtes peines, immédiates. Ouais. C'est juste pour permettre aux gamins d'être dans de bonnes conditions et de réfléchir sur l'avenir qu'ils veulent avoir. Si leur avenir, c'est de passer leur vie en prison pour être des délinquants, ils auront fait ce choix. Mais au moins, ils seront confrontés à un moment donné au réel. Et le réel, c'est la punition qui intervient tout de suite.
Merci beaucoup. François, vous restez avec nous, puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez pouvoir jouer face à nos éditorialistes du jour. Et j'espère pour vous remporter la médaille, parce que c'est presque une médaille. C'est tous les jours les Jeux Olympiques du qui c'est qui l'a dit. Je vous le dis tout de suite. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai.